J'avais pris le parti de ma belle-mère. Toute la maison s'était liguée contre la nouvelle épouse, qui jouissait, disait-on, de beaucoup de privilèges. J'aurais dû rester neutre, mais j'étais encore bien jeune. Pourtant Zahra ne m'avait rien fait à moi, et souvent elle chargeait Paul sur son dos. Les mois passèrent, le printemps était revenu. Douda, qui avait accouché d'une autre fillette, était repartie dans sa famille, et ma belle-mère, la Johra, elle-même, s'était retirée chez ses parents. La jarre en alpha pleine de blé diminuait à vue d'œil. Tedhelt avait permis le mariage de mon beau-père avec Zahra pour punir ma belle-mère et Douda de s'être plainte à sa coépouse, la seconde femme d'Arsène Ouamoche, et ce qu'elle-même nourrissait sur leur dos les orphelins de sa fille et tous ses petits-enfants. Le grand-père, lui ayant alors enlevé la direction de la maison, elle avait dit: je leur planterai une ronce près du foyer. Cela signifiait un ennemi. Nous étions en 1902. Je m'étais disputé avec Zahra, qui avait voulu me donner des ordres. Je déclarai qu'à partir de ce jour, je ne vivrais plus dans la maison familiale et je me retirais avec mon mari et mon petit. Quand vint l'été, Belkacem, mon fils et moi, nous allâmes à Tizi Aïdel, chez le grand-père. C'est alors que naquit sa fille Aïcha. Il venait de prendre une jeune femme qui n'avait jamais eu d'enfant et s'était remarié une vingtaine de fois, alléguant qu'une femme épargne une domestique, mais surtout dans l'espoir d'avoir un deuxième héritier, ce qui mettrait un frein au désordre de son fils aîné, mon beau-père, qui, imprévoyant, n'avait fait que dépenser de l'argent sans en gagner jamais. Hassan Ouamrouche nous reçut cordialement. Il y avait là sa fille Tassadit et la mère de celle-ci, une femme déjà âgée, et l'autre épouse qui venait d'accoucher. Le cousin Madeni nous avait accompagnés pour des raisons de famille. Nous sommes restés 2 jours. Le troisième escorté d'un fellah, nous revînmes à dos de mulet avec des cadeaux. Tedhelt avait été chargé de nous constituer notre provision de blé. J'avais une petite réserve d'huile, pour le reste mon mari gagnait sa vie. Je fis une fausse couche et demeurai longtemps très faible. Enfin je me relevai, et la saison des olives étant revenue, je suis allé à la cueillette avec les autres femmes. Il m'était pénible de marcher sur la terre durcie par le gel, mais puisque les autres y réussissaient, pourquoi pas moi? Dans la ruelle des Amrouches se trouvent en plus de la nôtre 3 maisons qui appartenaient à des cousins germains de mon beau-père, plus une autre habitée par les Iftouhen. La ruelle était fermée, la nuit, à l'aide d'un lourd portail semblable à celui du vestibule, et chacune des maisons avait sa cour défendue par un même portail. Dans l'une des maisons vivait un certain Salah Ouamouche, dont la mère Yamina Toulela était appelée par les enfants Touella. Cette femme très gaie et très laide louchait d'un œil. Elle était noire et sèche comme un piquet de bois. Elle subsistait grâce à la rapine, ramasser les olives dans les champs dont les maîtres étaient absents ou occupés ailleurs. On l'aimait bien chez nous, et jamais on lui refusait ce qu'elle demandait. À mon mari, elle avait coutume de réclamer 2 sous pour s'acheter du tabac à priser, dont elle usait, disait-elle, pour sa santé. Pendant les siestes l'été, elle allait visiter les champs de figues de Barbarie. Elle en rapportait de lourds couffins qu'elle mettait à sécher pour la saison d'hiver. J'aimais aussi la société de la grand-mère de mon mari, Aïni. Elle avait l'habitude de raconter les tenants et les aboutissants des familles Amrouche et Marzouk.
Elle m'apprit que la maison que nous habitions était avant 1871 la propriété des Imerzuchen, 4 frères très unis par une mère énergique, mais aveugle. Elle me dit avoir connu le grand-père, Hassan Amrouche, très jeune. Il était le 3e fils d'une femme originaire de Taqo Rabat. Cette femme était demeurée veuve avec 5 garçons, Mohamed, Hassan, Tahar, Hussein et Sherif. Je sus qu'elle était, elle, d'une famille aisée et qu'elle apportait de chez ses parents de la galette de blé, des figues, de la farine d'orge, grillée, pétrie avec de l'huile d'olive et saupoudrée de sucre. Tismith, qu'elle partageait entre ses enfants et Mahand, appelé également Hamma, et Khaled. Et Hassan ou Amrouche, alors enfant, couché sur le ventre en train de fabriquer des peignes à carder, recevait aussi sa part. Un jour qu'il travaillait ainsi, il s'était endormi et avait crié en rêve « Attrape mon cheval, attrape mon cheval !» et s'était réveillé en sursaut, disant « Où est-il le cheval ?» Et un héni de lui répondre « Tu as rêvé, mon petit Hassan, il n'y a pas de cheval. » C'est à partir de ce jour qu'Hassan Amrouche songea à s'engager chez les Roumis. Quand il eut 18 ans, il rejoignit les Spahis à Borj-Boarij et c'est de là qu'est venue sa fortune. La vieille Tedhelt m'avait conté le reste de l'histoire. Le Spahi Hassan Amrouche avait vite gravi les échelons, puis ayant appris à parler le français, il devint interprète. Après plusieurs unions, il avait épousé Tedhelt et était très jeune à l'époque. Ils habitaient une grande maison dans la ville. Le grand-père s'était fait des connaissances parmi les Arabes. Il avait loué de nombreux champs, semé du blé, et pour battre le grain, il se servait des chevaux de l'armée. Ces bêtes battaient le blé la nuit. Au petit jour, il les menait à l'abreuvoir, les douchait et les ramenait à l'écurie, aussi fraîches que si elles n'avaient pas passé la nuit sur l'air. C'est ainsi qu'au dire de Tedhelt, il avait amassé sa fortune. À la maison, les femmes tissaient la laine, car le grand-père exigeait que tout le monde travaillât. Il avait fait la guerre de Crimée et appelait Sébastopol la ville du cuivre. Ce n'est qu'en 1871 qu'il revint à Erelali, après un exil de 30 ans, soulignait Tedhelt. Il obtint du gouvernement une concession qu'il revendit. Il avait servi durant 21 ans. Hassan Amrouche, avec ses femmes et ses enfants, s'installa au village natal. Il fit l'acquisition de grands champs d'oliviers, d'un autre de figuiers et d'un 3e de figues de Barbarie. Il lui restait encore un peu d'argent qu'il plaça chez les cultivateurs solvables à un taux raisonnable. Mon beau-père Ahmed, à l'époque, devait avoir une 12aine d'années. C'était, m'a dit la grand-mère Aini, un garçon haut sur ses jambes, très maigre et très brun. Il était fort gâté et fut surnommé Aïgoun, l'idiot, parce qu'il baragouinait l'arabe et le kabyle. Quand la famille allait ramasser les olives, il avait un tout petit couffin. Chaque fois qu'il le remplissait d'olives, son père lui donnait un sou, et derrière le dos d'Hassan ou Amrouche, les femmes remplissaient le couffin du petit Ahmed pour qu'il ait plus de sous. Mais il semble que cela empêchait l'enfant de prendre goût au travail. Quand son fils fut un peu plus grand, Hassan Amrouche le maria à une fille du village. Tandis que le fils épousait la jeune Douda, lui, le père, épousait la sœur aînée de celle-ci, et la noce eut lieu le même jour. La femme de mon beau-père, qui était encore enfant, ne voulut pas rester. Elle repartit chez ses parents, où elle vécut encore 7 ans. Quand elle revint,
mon beau-père avait épousé une cousine éloignée, Johra, la fille de l'Arbi au Marzouk, ma belle-mère. Il lui paraît-il des disputes épiques entre les deux coépouses, dont la plus jeune était soutenue par sa sœur aînée, mariée au grand-père Hassan. On leur avait partagé la laine et chacune devait tisser toute seule un burnous. C'était à qui finirait la première de préparer le fil afin de prendre possession de la meilleure place pour installer le métier. Or, Douda était fortement secondée par sa sœur, par Tedhelt et ses filles. Ma belle-mère, elle, était aidée par sa mère, Lallaini, et par sa tante, mais elle avait toujours le dessus, car elle avait déjà enfanté mon mari et un autre garçon, qui mourut très jeune, sans doute par manque de soins. Le grand-père n'estimait guère son fils ni ses brus. Il avait coutume de les appeler Rahbat l'Mkazir, la tribu des éclopés. Selon lui, elles étaient paresseuses. Il avait divorcé de la sœur de Douda et ramené une toute jeune des Eth Adhel, puis une autre de la même région, très belle celle-là, et qui s'appelait Wardia, la rose. Mohamed Amrouche, le frère aîné d'Hassan, père de Chérif et de Madani, venait de mourir. Chérif, qui avait 15 ans, prit possession de l'héritage, et malgré les conseils de prudence de son oncle, fit des folies de prodigalité. Hassan Amrouche obéissant à la coutume, épousa la veuve de son frère pour tenter d'endiguer le mal, mais en vain. Chérif était revenu des Eth Aedel avec une femme d'une grande beauté, mais qu'en disait de mœurs légères. Pourtant, depuis son arrivée à Er El Ali, personne n'avait rien à lui reprocher. Les jours passèrent, la mère de Chérif et de Madani quitta Hassan Amrouche pour revenir auprès de ses enfants. Les dettes furent payées par Hassan, mais celui-ci prit comme gage l'un des meilleurs champs appartenant aux héritiers de son frère Mohamed, Iril. À cette époque-là, Hassan Amrouche avait remis son petit-fils Belqasem Amrouche entre les mains de sa grand-mère maternelle, Aini, pour qu'elle veille sur lui, car il craignait que les autres femmes lui fassent du mal. Dès que l'enfant fut plus grand, il le confia au père blanc, qui le prirent en pension. Lui-même avait quitté Ir Ali avec ses femmes pour vivre loin de son fils Ahmed, dont il disait que les mains étaient faites pour dépenser l'argent au lieu de le gagner. Il vécut quelques années dans une tribu appelée Inzeyen. Puis il alla s'installer à Tizi Ouzou, pays de l'une de ses épouses, Tabout Tahtit, où il acheta et prit en gage des propriétés assez vastes pour les faire vivre largement, lui et sa famille. À son fils, il avait abandonné ses propriétés d'Ir El Ali, ainsi que la maison et le pressoir à huile. Les choses en étaient là en 1900, quand je suis arrivé. La suite demain, vous pouvez vous abonner.